Bonjour Michel Delorgerie. Bonjour. Vous êtes médecin, expert international en épidémiologie et physiologie et chercheur au CNRS. Donc vous venez de publier une série d'ouvrages sur la vaccination aux éditions Chariot d'Or. 6 volumes sont parus et il y en aura 10 au total. Le plan de ce travail, c'était de commencer par donner une sorte de deux livres donnent des généralités. Le premier livre, le livre 1, c'était Introduction générale à la médecine des vaccins. Ça, c'était indispensable pour donner un panorama de la problématique des vaccins. Le livre 2 traitait, parce que c'est absolument essentiel, de la toxicité, mais pas la toxicité, vue de façon superficielle, mais expliquer quelles sont les méthodes utilisables, donc les méthodes scientifiques utilisables pour analyser la toxicité des vaccins. Les 4 suivants, c'était une urgence, j'allais dire absolue, puisque ça concerne les 11 vaccins obligatoires depuis le 1er janvier 2018. Ça, c'était une urgence parce que les parents, les familles et les médecins sont face à quelque chose qui est très très difficile. Donc on a traité les 11, en commençant par diphtérie, tétanos, polio, et en terminant le livre 6 avec les 3 vaccins dits vivants, ce sont contre les virus de la rougeole, de la rubéole et des oreillons, qui posent des problèmes spécifiques. Alors, la cible, si je puis dire, de ces livres, c'est deux catégories, on va dire comme ça, sont les familles, avant tout, c'est-à-dire vraiment essayer d'expliquer aux parents, aux grands-parents, comment se présente le problème de la vaccination, mais toutes ces familles ont des médecins, et donc il y a un dialogue permanent avec les médecins, et donc ces livres s'adressent aussi aux médecins. Alors, le panorama a changé depuis 2-3 ans. On peut dire qu'il y a presque plus de livres sur les vaccins qui sont publiés, parce que pour le public, les médecins, le débat est apparemment clos. C'est-à-dire que voilà, il y a une loi d'obligation vaccinale qui a été votée. Maintenant, tout le monde doit se soumettre à cette loi pour tous les bébés nés après le 1er janvier 2018. Alors, il est évident que quand on a des préjugés, qu'on soit pro pour la vaccination ou qu'on soit anti-vaccination, on vit dans des mondes de dogmatiques où l'absence évidente de données scientifiques conduit à des choses un petit peu délirantes. Donc et c'est des deux côtés, comme ça. Donc notre objectif vraiment, c'est de retrouver les données scientifiques solides disponibles. Il y en a pas beaucoup, parce qu'il y en a pas toujours, mais au moins faire le bilan de ce que l'on sait sur une base scientifique solide, ce qui nécessite d'aller dans les archives, parce que les maladies infectieuses sont des maladies, j'allais dire, pour certaines d'entre elles, d'un autre siècle. Elles ont disparu, et pour savoir s'il faut continuer à se vacciner, il faut savoir ce qui s'est passé, pourquoi et comment elles ont disparu, et comme vous savez, contrairement à ce que l'on dit, ce n'est pas les vaccins qui ont permis l'éradication, l'extinction ou la disparition des principales maladies contagieuses qui constituaient des véritables dangers pour les populations encore au XXe siècle. Donc on va dire que cette collection se situe un peu à égale distance, mais au-dessus. On est vraiment allé chercher les données scientifiques solides, quand il y en a. Tout ce qui est contestable est écarté. Ce qui ne veut pas dire que ce qui est contesté est contestable. Parce que forcément, certaines données sont contestées par un camp ou contestées par l'autre,
mais elles sont pas forcément contestables. Donc ça, c'est très très important de ne pas faire une sélection. Donc la seule sélection, c'est la qualité des études. Et d'ailleurs, quand on lit les livres, on se rend compte très vite que beaucoup d'études ont des problèmes méthodologiques. Il faut savoir ça, hein, c'est très très important que la méthode scientifique dans l'évaluation des produits de santé, elle s'élabore lentement au XXe siècle et elle devient mature uniquement à la fin du XXe siècle, on va dire dans les années 80. 80-90. Tout ce qui précède est, disons, contestable. En tout cas, il faut vraiment être professionnel pour aller voir qu'est-ce qui est prenable ou pas. Et il ne faut pas de préjugés. Il faut vraiment regarder les choses telles qu'elles ont été faites avec un œil moderne. Ça, c'est très important. Et malheureusement, les experts du gouvernement, les académiciens qu'on entend là et qui sont souvent des gens très favorables au vaccin, n'ont pas cette culture scientifique moderne. Et donc, ils disent des choses, quelquefois avec beaucoup de bonne foi, mais qui ne sont pas valables. Inversement, ceux qui sont contre les vaccins de manière un petit peu... on peut les comprendre, hein, c'est souvent des associations de victimes, qui s'estiment victimes des vaccins. Ce ne sont pas des scientifiques, ce sont rarement des médecins, et alors eux aussi, ils ont une démarche qui n'est pas scientifique. Vous voyez, et ça, il faut absolument s'extraire de ça. Quand vous écoutez des ministres, vous comprenez à la troisième phrase qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne comprennent pas la médecine scientifique. Ils ne comprennent pas les méthodologies. C'est très important, hein, c'est la méthodologie, et si on n'a pas pratiqué, vous voyez, c'est comme le ski nautique, on peut toujours parler, mais tant qu'on n'a pas skié, tant qu'on n'a pas pratiqué, on ne connaît pas les vraies difficultés, et donc on n'est pas capable d'évaluer la qualité des travaux qui ont été produits. Alors, vous me demandez la qualité. Oui, c'est évident qu'on a retenu que les publications d'études qui ont été conduites à leur époque, dans les meilleures conditions possibles, chacune à leur époque. Donc très important, le retour dans les archives, il faut voir qu'est-ce qu'on savait, comment on procédait à l'époque. Et je pense que c'est souvent, dans les livres, je remonte à des études dans les années 20. Les vaccins contre la rougeole, par exemple, ont été testés aux États-Unis, dans des hôpitaux psychiatriques, etc. Dans les années 20, certains vaccins contre le pneumocoque, etc., ont été testés dans l'armée américaine au détour dans les années 70 à peu près. Les données qu'on a concernant le tétanos, ça date de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, c'est donc évidemment scientifiquement très limité, mais pour autant, il ne faut pas le rejeter. Il faut regarder ce qu'il y a, ce qu'on essaye de faire dans les livres. On regarde vraiment ce qu'il y a, qu'est-ce qui est acceptable. Voilà, ça c'est extrêmement important, et ça c'est unique dans l'édition d'aujourd'hui, c'est que l'édition sur papier, en fait, elle est accompagnée, elle est associée à tout un autre monde, qui est le monde des réseaux sociaux. Je vous donne un exemple. Quand je faisais mes premiers livres sur le cholestérol et les maladies cardiovasculaires, par exemple, il fallait que j'aille à la faculté de médecine. Vous voyez, il fallait gratter, il fallait passer des journées entières dans la bibliothèque de la fac de médecine pour sortir les données. Aujourd'hui, on est dans un autre monde. De chez vous, vous pouvez aller dans les bibliothèques des facultés de médecine américaines et vous pouvez consulter tout a été numérisé, pratiquement tout a été numérisé, vous pouvez consulter tout ce que vous voulez. Surtout si vous avez disons, un savoir-faire, hein, parce que n'importe qui ne peut pas le faire. Donc, qui veut, aujourd'hui, peut tout vérifier, à condition de savoir le faire. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau, d'information qui est dirigé vers les familles, qui est d'une naïveté navrante, et les familles s'en rendent compte. Pratiquement, on informe les familles et les médecins de la même manière. C'est-à-dire, on ne donne pas de données solides, on se contente de répéter ce que certaines, on va dire, sociétés savantes, je mets des guillemets, hein, parce que dans ce domaine-là, on n'est pas très savant, ou l'OMS, qui est financé par les gouvernements et qui eux-mêmes ont des liens évidemment avec leurs industries. Vous voyez, l'indépendance est très, on va dire, questionnable.
Et puis vous avez un autre niveau d'information possible, produit par des scientifiques. Et alors là, dans cette catégorie-là, vous avez ceux qui sont en lien avec l'industrie des vaccins. Ça ne veut pas dire qu'ils produisent que des données biaisées. Et puis vous avez ceux qui sont indépendants, complètement indépendants de l'industrie des vaccins. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Parce que travailler sur les vaccins nécessite, chez des humains nécessite des budgets énormes, et donc ni l'INSERM ni le CNRS ne peuvent financer des études chez les humains. Seule l'industrie pharmaceutique a les moyens financiers de le faire. Donc vous voyez, vous avez à la fois des données brutes produites par l'industrie pharmaceutique, l'industrie des vaccins. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais, mais ça doit être pris avec précaution. Et puis, vous avez les vrais scientifiques, indépendants, qui, eux, doivent se servir dans cette base de données-là. Et donc là, il faut faire très très attention. Évidemment, ceux qui sont indépendants, on ne les entend pas. Très difficile de s'exprimer. Et par contre, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des vaccins a tous les moyens pour faire sa publicité, ce qui est normal. Ce sont des produits commerciaux, ils informent selon leurs intérêts et selon leurs objectifs commerciaux. Vous voyez, je répète, d'un côté, ce qui est servi par les gouvernements, par le ministère de la Santé, par les autorités sanitaires, etc., aux familles et aux médecins, et c'est très mauvais, c'est très naïf, vous voyez, c'est jamais documenté, c'est des chiffres qu'on sert comme ça, mais on peut comprendre, une mère de famille qui se demande si elle doit vacciner son bébé ou pas, vous n'allez pas lui mettre 12 études publiées dans le Lancet ou Science, vous voyez, et puis de l'autre côté, les scientifiques, alors là, ça c'est très très dur en ce moment, les indépendants, les non-indépendants, avec évidemment des conflits d'intérêts, et des conflits d'intérêts et des conflits entre eux, c'est très très dur. Si je suis médecin, je constate qu'un patient a des effets indésirables suite à une vaccination. Comment je procède? À qui je le déclare? Est-ce que c'est pris en compte? Alors, pendant très longtemps, il était très compliqué pour un médecin de déclarer un effet adverse, que ce soit d'ailleurs un médicament ou un vaccin. Et évidemment, la pression est telle en ce moment que les autorités sanitaires ont été obligées de simplifier toute la procédure. Et un médecin, normalement, avec un ordinateur, il peut assez facilement faire sa déclaration. On a obtenu aussi que les familles fassent la déclaration. Mais évidemment, après, ça passe à travers un filtre, un comité médical, etc., qui est sous les ordres du ministère. Et tout est fait pour, alors à mon avis, il faudrait pouvoir aller voir comment le travail est fait, mais l'impression générale, c'est qu'il y a une espèce d'étouffement de l'information. D'ailleurs, c'est assez facile, une moment où un médecin travaillant pour une famille qui a un effet adverse, c'est très difficile de dire que c'est à cause du vaccin. Vous pouvez réunir des documents. Récemment, on m'a expliqué qu'un bébé était mort une semaine après avoir reçu les 6 hexavaccins plus le pneumocoque. Et c'était une mort subite du nourrisson. Les morts subites du nourrisson surviennent évidemment en dehors de la vaccination. Et ce médecin, cette famille se demande, c'est un bébé qui est mort, c'est une mort subite du nourrisson. Mais voilà, c'était une semaine ou 10 jours après des vaccins qu'il avait mal supportés, fièvre, etc. Donc les parents disent c'est la faute du vaccin. Alors, et le médecin répond, non, c'est le vaccin. Puisqu'on lui a dit que le vaccin n'était pas dangereux, il répond, non, c'est une coïncidence, ça n'a rien à voir. C'est peut-être, vous voyez, mais il faut le déclarer. Parce que si personne ne déclare jamais rien, alors on ne saura jamais rien. Par contre, si au bout d'un certain temps, vous avez, dans les 15 jours qui suivent une vaccination, déclaré 200 morts subites en Europe, alors ça a du sens. Vous voyez, vous pouvez plus dire que c'est une simple coïncidence. Mais si personne ne dit jamais rien, ou quand ils le disent, on arrête tout en disant oh, c'est une coïncidence, alors ça n'avance pas. On est à ce stade-là aujourd'hui. Et il y a chez les médecins aussi une sorte de découragement. C'est-à-dire que les médecins savent, ils ont déclaré, et puis ça s'est arrêté.
Quelque part, quelqu'un, un fonctionnaire, a décidé non, ça vaut pas la peine d'être voilà, et donc ça passe pas, et donc ça remonte pas. Et aux États-Unis, par exemple, où les gens sont très procéduriers, hein, ils sont beaucoup plus agressifs que nous en France. On pense que le centre de la controverse sur les vaccins, c'est en France, mais non, dans tous les pays, et notamment aux États-Unis, c'est très très dur. Un sénateur Kennedy aux États-Unis, qui est le leader des gens qui disent il faut arrêter de vacciner systématiquement nos bébés, c'est un sénateur. Je n'ai pas encore vu un sénateur français oser prendre le pavillon de la défense des nourrissons. Vous voyez ? Et donc, on en est aujourd'hui aux États-Unis, on considère, pays procédurier, que les effets adverses sont déclarés dans 1 à 10% des cas. Il y a 90% au moins, au minimum 90% des effets adverses qui ne sont pas déclarés. La question c'est, donc on vient de dire, hein, je viens de vous dire que 90% à peu près des effets adverses observés par les familles ou par les médecins ne sont pas déclarés. C'est quelque chose qui est admis partout, hein. C'est pas un préjugé de ma part, c'est admis, mais rien n'est fait pour faciliter les choses. Et vous imaginez que si, avec les effets adverses qui sont déclarés maintenant, il y a une inquiétude générale il y a une inquiétude dans la population conduisant à ce sentiment ou à cette attitude d'hésitation, parce que les autorités sanitaires, les ministres, etc., ne luttent pas contre des gens qui sont anti-vaccins aujourd'hui. Ils luttent contre des gens qui sont hésitants, vous voyez, comme s'il n'était pas légitime face à des produits de santé d'être hésitant. Et que ce soit à l'OMS, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Scandinavie, partout, on lutte contre les hésitants. Vous voyez, pour un scientifique, être hésitant ou être sceptique, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on peut être un bon scientifique sans être sceptique ? Et si les familles deviennent elles-mêmes sceptiques, bravo, c'est magnifique. On ne peut pas lutter contre une telle façon de voir les choses. Vous voyez ? Mais si les vannes s'ouvraient tout d'un coup, ça serait catastrophique. Ça serait catastrophique pour l'industrie du vaccin, mais eux, ils ont d'autres manières de procéder, mais surtout pour toutes les autorités sanitaires, y compris les ministres, qui défendent l'idée que les vaccins sont efficaces et qu'ils sont sains. Innocuité totale. L'INSERM écrit efficacité magistrale, innocuité totale des vaccins. L'INSERM, Institut National pour la Santé et la Recherche Médicale. Vous voyez, Quelle est la responsabilité de l'État et des instances de santé dans cette défiance ? La responsabilité de l'État, je ne sais pas. Les Français ne sont pas. Nous ne sommes pas un peuple très discipliné, comme sont les Scandinaves ou les Allemands, etc. Et on cherche toujours le système D. Vous savez, c'est quand même un grand classique des Français. Et donc, face à des questions sans réponse, ou lorsque les réponses ne sont pas cohérentes, alors même si vous êtes autoritaire, même si vous prenez des grands airs, inéluctablement vous faites monter et plus on parle de choses qui ne sont pas factuelles, c'est exactement le cas à l'heure actuelle dès qu'un ministre ou un académicien prend la parole à propos des vaccins, en fait, alors qu'il veut lutter contre le sentiment d'hésitation, il fait exactement le contraire. Et c'est extraordinaire de voir ce qui se passe en ce moment où la propagande, on peut parler de propagande, de désinformation assez systématique des autorités sanitaires nationales et internationales, y compris l'OMS, et exactement en parallèle, l'hésitation, le sentiment d'hésitation augmente, et dans tous les pays. Vous avez vraiment dans certains pays des dizaines de milliers de personnes dans des manifestations pour se refuser les vaccinations obligatoires. Vous avez en Italie par exemple, en Italie vous avez même des mairies qui ont décidé d'aller contre la loi votée par le Parlement italien en disant dans les écoles romaines à Rome, vous n'aurez pas besoin de montrer le certificat de vaccination pour avoir droit à l'école.
peut dire qu'on utilise l'obligation vaccinale parce qu'on n'a plus d'arguments pour convaincre, alors qu'il suffirait de convaincre. Bien sûr, bien sûr. Quand on a la capacité de convaincre, on n'a pas besoin d'obligation. Mais dès qu'on analyse les faits, la réalité des faits, vous voyez, alors ça marche pas. Et alors, il y a deux réactions face aux préjugés qui sont la désinformation. C'est une désinformation. Hein. C'est pas toujours la même chose en fonction des différents vaccins. Vous voyez, par exemple, on va vous dire, je prends un exemple simple. On va vous dire, il faut l'obligation du vaccin contre le tétanos. C'est un vaccin que l'on présente comme un vaccin altruiste. Hein, si vous vaccinez Pierre, c'est pour protéger Paul. C'est le principal argument de l'obligation vaccinale. Alors avec le tétanos, vous voyez bien que n'importe qui sait que ce n'est pas une maladie contagieuse, qu'on l'attrape tout seul en souillant par des souillures de plaies avec différentes choses, mais essentiellement du fumier. Et donc, quand vous protégez Pierre, quand vous injectez un vaccin à Pierre, vous ne protégez pas Paul. Et donc, rien que pour cet exemple qui crève les yeux, l'obligation n'est pas légitime. Et n'importe qui peut se rendre compte de ça. Alors après, vous pouvez développer un autre argumentaire en disant bon bah d'accord, là l'obligation, mais ces bébés qu'on ne protégerait pas, c'est inhumain, et blablabla et blablabla. Mais vous voyez, on change tout le temps d'argumentaire pour justifier une obligation, et je vous rejoins complètement. C'est parce qu'on n'est pas capable de convaincre que l'on est obligé d'utiliser des méthodes. On peut parler de méthodes coercitives. Parce que si vous n'avez pas droit à l'école, alors que vous payez vos impôts sous prétexte que vous n'avez pas voulu vacciner, il y a des gens qui ont de très très bons arguments, qui par exemple, j'avais récemment avec moi des gens dont la maman a une sclérose en plaques, maladie auto-immune, et le papa une maladie de la thyroïde, aussi maladie auto-immune. Attendez, et on sait que la vaccination augmente le risque de maladie auto-immune. Donc là, vous avez une prédisposition génétique évidente dans une famille, et que les parents se disent nos bébés, on va peut-être pas les vacciner, en tout cas pas au même rythme que ce qui nous est obligé. C'est quand même complètement légitime. Ben, c'est refusé. La maladie auto-immune dans la fratrie ou dans la parentèle n'est pas une contre-indication à la vaccination. Et si vous allez à l'école et que vous dites je veux pas quoi, le médecin va dire écoutez, moi je suis obligé de vous déclarer à l'agence régionale de santé, ça va monter là, et là on va dire c'est obligatoire. Et le médecin de l'agence régionale de santé, c'est pas une méchante personne, c'est simplement qu'il applique des règlements. Quelles sont les contre-indications à la vaccination du nourrisson? Il n'y en a pas, sauf des cas particuliers, l'enfant fébrile, donc celui-là on le vaccine pas avec un vaccin vivant, etc. Mais ce sont des contre-indications temporaires, transitoires. Vous voyez, c'est une famille comme ça, on en a. Quand il y a eu une mort subite chez un nourrisson dans les jours ou les semaines qui ont suivi une vaccination, vous pensez que les parents, ils ont envie de vacciner le second? La moindre des choses, c'est d'écouter avec humanité cette inquiétude et ne pas les obliger. Vous voyez, moi, je trouve cela absolument inhumain. Est-ce que vous pensez que ces prochaines années peut surgir une affaire de la même importance sur un des vaccins? Alors, le Mediator, ça a duré 35 ans. Hein. Donc, vous voyez, alors c'est vrai que les choses s'accélèrent dans le domaine de la santé dans la plupart des pays occidentaux. Puis le Mediator, c'est tellement une caricature. Vous voyez, c'est franco-français le Mediator. Les vaccins, c'est quelque chose d'international avec avec toutes les. Vous voyez, aujourd'hui, Bill et Melinda Gates ont créé une fondation pour favoriser les vaccins. Vous voyez, donc. Google, Facebook, etc. pratiquent une censure systématique pour tous les gens qui remettent en question l'efficacité ou l'innocuité des vaccins. Vous voyez,
Donc là, on est dans un tout autre contexte international. C'est-à-dire l'information ne passe pas. Ils essaient en tout cas de bloquer toutes les formes d'information. C'est quelque chose d'extraordinaire, hein, ce qui se passe en ce moment. Vous avez des vidéos qui passent venant d'académiciens, de professeurs appelant à la prudence. Dans les 24 heures, il y a un robot sur Facebook qui enlève tout. Vous voyez, donc là, vous avez non seulement des lois d'obligation qui sont inhumaines, mais vous avez en plus des atteintes aux libertés qui ne concernent pas seulement la vaccination, mais aussi la liberté d'expression. Je ne comprends pas qu'en France, aucun parti politique ne se saisisse de cette question pour dire là, il y a une atteinte aux libertés. C'est anticonstitutionnel. Je ne comprends pas comment... Et donc, je ne sais pas d'où viendra le scandale, mais c'est inéluctable. Il va se passer quelque chose parce que c'est inacceptable. Ou bien on va complètement verser dans une société autoritaire où les libertés où il y a des atteintes criantes aux libertés, ou bien il y a une réaction des peuples et on prend une toute autre voie. Aujourd'hui, pour diffuser de l'information, donc, il y a les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux commencent à être attaqués. C'est-à-dire qu'il y a des robots, y compris venant subventionnés par le ministère, et dans tous les ministères, partout en Europe, aux États-Unis, pour empêcher la diffusion de l'information. C'est vrai qu'il y a des fake news sur les réseaux sociaux. On peut pas dire le contraire, mais les pires fake news, elles viennent des autorités sanitaires et des gouvernements. Alors là, aujourd'hui, on est dans une phase où il est très difficile de diffuser une information objective. Et donc, dès que les gens essayent d'avoir une information, ils sont face à un mur. Voilà. Et même organiser une conférence devient difficile. Si par exemple une association a l'intention d'informer un public déterminé, et demande la location d'une salle à une mairie, ça leur sera refusé. Vous voyez ? Donc il faut déjà trouver dans le cadre d'une municipalité, d'un arrondissement, dans une ville, des politiciens qui acceptent que l'on débatte. Or en ce moment, il y a un blocage. On ne veut pas débattre. Et donc, quand vous arrivez enfin à organiser un débat, la première chose à faire, c'est de corriger toutes les désinformations que les gens ont reçues. Ça prend beaucoup de temps, ça. Hein. C'est montrer les faits, montrer des graphiques, montrer des tableaux.